Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va lire un conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Mais vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom du drôle de Noël de Scrooge. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement et de commencer cette lecture, Un chant de Noël. Chapitre 1. Le spectre de Marley. La mort de Marley ne faisait aucun doute. Oui, il était aussi mort qu'un vieux clou dans un mur. On ne peut pas cacher que Scrooge, son associé, avait été peu bouleversé par cette disparition et qu'il avait même su en tirer, au moment des funérailles, un petit avantage financier. L'un et l'autre étaient avant tout de redoutables hommes d'affaires, leur commerce portant le nom de Scrooge et Marley. Le survivant ne prit jamais la peine d'effacer le nom de Marley de leur enseigne. Ce Scrooge était un véritable avare. Il était dur et tranchant, renfermé et solitaire comme une huître. Le froid intense qu'il avait au fond du cœur gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait ses joues, rendait sa démarche raide et se manifestait au dehors par une voix aiguë. Rien ne le réchauffait ni le refroidissait. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui demander son chemin. Aucun mendiant ne lui réclamait jamais le moindre secours. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Que lui importait? C'était précisément de cette façon qu'il comptait mener sa vie, solitaire au milieu des foules, comme s'il traînait un écriteau conseillant aux passants de se tenir à distance. Un jour, le meilleur de tous les bons jours, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, derrière son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant. Les horloges de la ville venaient de sonner 3 heures, mais il faisait déjà presque nuit. La porte du bureau de Scrooge restait ouverte pour qu'il puisse surveiller du coin de l'œil son commis. Celui-ci était occupé à copier des lettres au fond d'une sorte de cellule triste et sombre. Si Scrooge avait un petit feu dans un seau à charbon près de lui, le feu de son commis était encore plus petit, réduit à un seul morceau de charbon. C'est pourquoi le jeune homme portait son cache-nez et essayait de se réchauffer à la lueur de sa bougie. Soudain, une voix enjouée s'écria: « Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» C'était le neveu de Scrooge. « Bah !» fit Scrooge sans lever les yeux. « Sornettes que tout cela !»« Noël, des sornettes !» s'étonna son neveu, la peau encore rougie par le froid de dehors. « Vous ne parlez pas sérieusement, mon oncle. » « Et de quoi donc faut-il être joyeux? Qu'est-ce donc que Noël, sinon cette période de l'année où l'on doit régler ses factures alors que l'on n'a pas d'argent, ce moment où l'on va bientôt être plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Si je pouvais, j'arrêterais tout imbécile courant dans les rues avec un joyeux Noël à la bouche, et je le ferais bouillir dans la marmite de son propre pudding. Mon oncle, protesta le neveu, c'est ainsi. Fêtez Noël à votre manière et laissez-moi le fêter à la mienne. Pour moi, Noël est une époque de gentillesse, de pardon, de charité, de joie. C'est l'un des seuls jours de l'année où tous, hommes et femmes, semblent d'un commun accord ouvrir leur cœur. Aussi, je répète, vive Noël! Sur ce, emporté par son enthousiasme, le commis du fond de sa cellule glacée se mit à applaudir
se rendant aussitôt compte de son impolitesse, se pencha sur son feu pour l'attiser, ne réussissant qu'à éteindre la dernière étincelle qui y brillait encore. Vous, lança Scrooge à son commis, encore le moindre bruit de votre côté, et vous fêterez Noël en perdant votre place. Allons, ne vous fâchez pas, mon oncle, et venez donc dîner chez nous demain soir, l'interrompit son neveu. Scrooge eut alors un geste d'énervement et conseilla à son neveu d'aller au diable. Sincèrement, je suis peiné, mon oncle. Il n'y a jamais eu de querelle entre nous, du moins de mon côté. Mais je garderai ma bonne humeur jusqu'au bout. Joyeux Noël, mon oncle. Bonsoir, conclut Scrooge. Son neveu, en sortant, croisa deux messieurs qui arrivaient au même moment. Deux personnages à l'air aimable. Une fois introduits dans leur bureau de Scrooge par le commis, les visiteurs retirèrent leurs chapeaux et restèrent là, des documents à la main. Enfin, faute de salutation, l'un d'eux prit la parole. « Scrooge et Marley, c'est bien cela. Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que nous avons l'honneur de nous adresser ?» « Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, fit Scrooge. Quel dommage! Nous ne doutons pas que sa générosité soit bien représentée par son associé survivant Philodrome. » Ah, ce mot de générosité! Scrooge fut tout de suite sur ses gardes. En cette période de l'année, reprit le premier individu, il serait souhaitable d'apporter du secours aux pauvres et aux indigents. Des milliers d'entre eux manquent de plus strict nécessaire. N'y a-t-il pas des prisons? Demanda aussitôt Scrooge. Oh, ce n'est pas cela qui manque, répondit l'homme au regard doux. Et les asiles de pauvres fonctionnent-ils toujours? Oui, monsieur. Très bien, se félicita Scrooge. J'ai eu peur un moment que quelque malheur ne soit venu interrompre la bonne marche de ces nobles institutions. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, intervint le deuxième individu, en approchant un document des mains de l'agent de change. C'est simplement qu'il fait froid et que nous récoltons de quoi acheter un peu de viande et de charbon pour aider ces malheureux à passer l'hiver. Pour quelle somme voulez-vous signer? Ah, mais je ne signe rien du tout. Ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à aller dans des établissements spécialisés. Ce que beaucoup ne le peuvent pas et que d'autres aimeraient mieux mourir. S'ils souhaitent mourir, fit Scrooge, d'un ton conciliant, surtout qu'ils ne se gênent pas. Cela diminuera la surpopulation. Bon après-midi, messieurs. Voyant clairement qu'il était inutile d'insister, les deux guetteurs remirent leurs chapeaux et se retirèrent. Scrooge se remit au travail, de plus en plus content de lui, et d'une excellente humeur. Enfin arriva l'heure de fermer le bureau. Scrooge s'adressa à son commis. « Et vous allez prendre votre journée complète demain, j'imagine. Si cela vous convient, en effet. Cela ne me convient pas, non. Je devrais vous payer une journée à ne rien faire. » Le commis fit remarquer que cela n'arrivait qu'une fois par an. La belle excuse pour mettre la main dans la poche de son patron tous les 25 décembre, fit Scrooge, en boutonnant son pardessus jusqu'au menton. Tâchez au moins d'arriver à l'heure le 26 au matin. Les deux hommes quittèrent les lieux quelques instants plus tard. Dans la rue parcourue du vent glacial, quelques vitrines étaient illuminées, mais le brouillard et la nuit avaient chassé la plupart des passants. Il faisait un froid vif, mordant. Scrooge habitait un logement qui avait jadis appartenu à son associé. Le bâtiment dégageait une impression de grande tristesse. La cour était si obscure que Scrooge lui-même, qui en connaissait le moindre pavé, était obligé d'y avancer à tâtons. Mais ce soir-là, il se produisit quelque chose d'inhabituel. Au moment où Scrooge introduisait sa clé dans la serrure, il fut stupéfait par l'apparence du heurtoir. Pour tout dire, cette pièce de métal, sans particulier
été notable, avait pris l'apparence du visage de Marley. Il paraissait baigné d'une lueur sinistre. Ce visage n'exprimait ni colère ni cruauté. Il regardait Scrooge, comme Marley avait toujours regardé son associé, ses lunettes relevées sur le front. Les cheveux bougeaient étrangement, et les yeux, quoique grands ouverts, demeuraient parfaitement immobiles. La couleur livide de l'ensemble rendait à vrai dire ce spectacle horrible. Mais alors que Scrooge se faisait cette réflexion, le heurtoir reprit son apparence première. Ce serait mentir de prétendre que Scrooge ne tressaillit pas. Cependant, il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec fermeté dans la serrure et alluma sa bougie. Avant de fermer la porte derrière lui, il jeta malgré tout un coup d'œil dans le couloir comme s'il attendait à revoir la tête terrifiante de Marley. Mais il n'aperçut rien de ce genre. Alors, n'étant pas homme à se laisser gagner par des hallucinations, il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier sans se presser. Il gravit toutes les marches à la faible lueur de sa bougie. L'obscurité, ne lui coûtant pas cher, il l'aimait bien. Une fois arrivé à son étage, il vérifia rapidement que rien n'était suspect. Personne sous la table, personne sur le divan, personne dans sa robe de chambre, seulement un maigre feu dans la cheminée. Scrooge rassuré, ôta sa cravate et ses vêtements pour enfiler sa robe de chambre et son bonnet de nuit. Alors qu'il venait de s'asseoir, son regard s'arrêta sur une petite cloche qui était accrochée là, juste en face de lui. Elle n'avait pas servi depuis des lustres. Ce fut donc avec une extrême surprise et une terreur étrange qu'il vit cette cloche commencer à se balancer. D'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son, mais bientôt elle sonna à toute volée, et les autres cloches de la maison l'imitant se mirent à carillonner en même temps. À peine ce vacarme eut-il cessé qu'un autre bruit retentit, venant cette fois des profondeurs de la cave, comme si quelqu'un y traînait de lourdes chaînes. Cette fois, Scrooge frissonna. Comme tout le monde, il avait entendu dire que les fantômes traînent des chaînes dans les caves des maisons hantées. Et lorsque le bruit de ces chaînes se rapprocha, en montant l'escalier qui donnait sur le salon, Scrooge frémit violemment. Il changea même de couleur lorsqu'une chose vaguement humaine traversa la porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. De toute évidence, il s'agissait de Marley, le fantôme de Marley, le même visage exactement, et toujours son gilet, sa petite natte dans le dos, ses collants et ses bottes. La chaîne qu'il traînait était attachée autour de sa taille. Elle était faite de clés, de cadenas, de petits coffres forts et de grands livres aux reliures d'acier. Et il avait un bandage noué autour de la tête. Son corps était si transparent qu'en regardant à travers son gilet, Scrooge pouvait voir les 2 boutons cousus dans le dos de son habit. Il fit un effort pour rester maître de lui-même, regardant le spectre en face. « Allons bon, fit-il fièrement, qu'attends-tu de moi ? Bien des choses. Demande-moi plutôt qui j'étais. » C'était la voix de Marley sans aucun doute. « Qui étais-tu alors ? » ?»« De mon vivant, j'étais ton associé, Jacob Marley. » Le regardant droit dans les yeux, il lui demanda. « Tu ne crois pas en moi, n'est-ce pas ? » ?»« Non. » En vérité, la voix du spectre le troublait jusqu'à la moelle des os. Soudain, l'esprit poussa un cri effroyable et secoua sa chaîne en produisant un bruit si lugubre que Scrooge se cramponna à sa chaise pour ne pas s'évanouir. Mais son horreur redoubla lorsque le revenant ôta le bandage qui lui entourait la tête et que sa mâchoire inférieure retomba sur sa poitrine. Cette fois,
Scrooge tomba à genoux, les mains jointes devant son visage. « Pitié !» s'écria-t-il. « Pourquoi venir me tourmenter? Pourquoi les esprits errent-ils sur la terre et viennent-ils à moi? Chaque homme a cette obligation. Son âme doit se mêler à ses semblables et voyager de tous côtés, expliqua le spectre. Pourquoi donc es-tu enchaîné de la sorte? Bredouilla Scrooge. Je porte la chaîne que j'ai forgée toute ma vie durant, expliqua le fantôme de Marley. C'est moi qui l'ai faite, maillon après maillon. Je l'ai attachée autour de mon corps de mon plein gré. L'associé de Marley, toujours agenouillé, tremblait de plus en plus. Veux-tu connaître précisément le poids et la longueur de la chaîne que tu portes toi-même? Reprit le spectre. Elle était semblable à celle-ci il y a 7 ans, et depuis tu as travaillé à l'allonger. C'est une chaîne bien pesante à présent. Scrooge regarda autour de lui, sur le plancher comme s'il s'attendait à trouver une chaîne qui aurait été fixée à sa propre taille. Mais il ne vit rien. Jacob, dit-il alors d'un ton suppliant, mon vieux Jacob, parle-moi encore, dis-moi des choses réconfortantes. Hélas, je n'en ai pas à offrir, dit le fantôme. Je ne peux me reposer, je ne peux m'arrêter, je ne peux pas trop parler. Mon esprit n'est jamais sorti des limites de ce bureau de change. Voilà pourquoi il me reste tant de pénibles voyages à accomplir. Mort depuis 7 ans, et toujours en route depuis tout ce temps, tu as dû en parcourir du chemin. Oh, s'écria le revenant d'une voix d'outre-tombe, quel supplice que de parcourir le monde en étant enchaîné. Tout cela pour avoir manqué tant d'occasions dans la vie et laissé naître autant de regrets. Tout en se lamentant, Marley tirait sur sa chaîne et celle-ci grinçait sur le parquet. Scrooge, qui commençait à se sentir concerné lui aussi par ce discours, se permit de remarquer. Mais enfin, Jacob, tu as toujours été un remarquable homme d'affaires. Les affaires, mais quelle sorte d'affaires? Rugit le spectre de Marley en levant les yeux au ciel et en se tordant les mains. Ce qui aurait dû être mon affaire, c'était l'humanité, c'était le bien de tous, la tolérance, la miséricorde, la bienveillance. Scrooge fut pris de frissons et dut essuyer la sueur qui perlait à son front. Le revenant fit alors savoir qu'il n'avait plus beaucoup de temps et délivra à son ancien associé le message le plus important. Je suis venu ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance d'échapper au destin qui est le mien. Ah, tu as toujours été un bon ami, fit Scrooge, merci bien. Tu vas désormais être hanté par 3 esprits, précisa le fantôme de Marley. L'enthousiasme de Scrooge retomba aussi bas que la mâchoire du spectre quelque temps auparavant. C'est que j'aimerais mieux m'en passer, dit l'agent de change. Sans recevoir leur visite, tu ne peux pas espérer éviter le chemin que j'emprunte. Attends-toi à voir arriver le premier la nuit prochaine. Quand l'horloge sonnera 1 heure, le deuxième se présentera la nuit suivante, au dernier coup de minuit, et le troisième la nuit d'après. Tu ne me reverras pas, mais prends bien soin de ne pas oublier ce qui vient de se passer entre nous. Sur ces mots, le fantôme de Marley rattacha sa mâchoire à son cou, enroula sa lourde chaîne autour de son bras et se rapprocha de la fenêtre. À son approche, celle-ci s'ouvrit, comme sous l'effet d'un violent courant d'air, et Scrooge put entendre venant de l'extérieur des sons mélangés et confus, de longues plaintes, des gémissements. L'air était rempli de spectres agités qui erraient çà et là en soupirant. Chacun d'eux portait une chaîne semblable à celle de Marley. Et puis, soudainement avalées par la brume, toutes ces apparitions disparurent et le silence retomba sur la nuit. Alors Scrooge referma la fenêtre d'une main tremblante
sa chambre en chancelant. Il se sentait fatigué comme jamais. Sans même prendre le temps de se déshabiller, il s'abattit sur son lit et s'endormit aussitôt. 2. Le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que depuis son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre de sa chambre. À son grand étonnement, la lourde cloche de l'église voisine égréna toutes les heures jusqu'à la 12e, indiquant qu'il était minuit. Ce qui était absurde dans la mesure où il était allé se coucher vers 2 heures du matin. Alors il vérifia l'heure à sa montre, et le résultat fut le même. Mais enfin, se dit-il, il n'est pas possible que j'aie dormi tout un jour et une partie de la nuit suivante. Il s'extirpa de son lit et alla à la fenêtre à tâtons. L'obscurité étant totale et aucun bruit ne venant de la rue, Scrooge en conclut qu'on devait bien être au milieu de la nuit. Il n'y comprenait rien. Il n'était même plus certain des événements de la veille au soir, ni de sa conversation avec le fantôme de Marley. Je ne sais plus si j'ai rêvé, pensait-il. Il se força à rester éveillé pour attendre que l'horloge sonne 1 heure du matin, puisque c'était à cette heure-là que son associé fantomatique lui avait prédit une nouvelle visite. Et alors que le coup de cloche retentissait, celui-ci fut accompagné d'un son grave, sourd, mélancolique, qui venait des pieds du lit de Scrooge. Au même instant, une vive lumière illumina la pièce, et Scrooge, à moitié assis dans son lit, se trouva nez à nez avec un visiteur surnaturel. C'était un être étrange, comme un vieillard rapetissé et emprisonné dans un corps d'enfant. Ses cheveux, qui lui pendaient autour du cou et dans le dos, étaient blanchis par l'âge, alors que son visage n'avait pas une ride et que son teint avait tout l'éclat de la jeunesse. Il portait une tunique immaculée, retenue à la taille par une ceinture brillante. Mais le plus étonnant était ce faisceau de lumière vive et claire qui lui jaillissait du haut de la tête et illuminait le reste de son corps. Par ailleurs, son apparence était changeante. Il semblait avoir tour à tour 2 jambes puis 20, avoir une tête et ne plus avoir de tête, ou à l'inverse, n'être qu'une tête sans corps. Parfois, ses contours étaient flous, parfois extraordinairement précis. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont on m'a annoncé la venue ?»« C'est bien moi, répondit-il, d'une voix douce et agréable. »« Qui êtes-vous » reprit Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés. »« Ceux de ton passé à toi, répondit le vieillard à tête d'enfant. »« Mais alors, qu'est-ce qui vous amène ?»« Ce qui m'amène, votre bonheur, répondit l'esprit. Scrooge garda pour lui qu'une bonne nuit de sommeil l'aurait tout autant satisfait, mais l'esprit dut l'entendre car il s'empressa d'ajouter « Votre retour sur le droit chemin si vous préférez. Vous allez vous lever et me suivre. »« Je ne suis qu'un mortel, je risque de tomber, protesta Scrooge, alors que l'esprit l'entraîna vers le bord de la fenêtre. Mais ils passèrent sans difficulté à travers le mur et se retrouvèrent aussitôt en rase campagne, sur une route bordée de champs. La ville avait complètement disparu, en même temps que la nuit et la brume. C'était un jour d'hiver clair et froid, et la neige recouvrait la terre. « Ciel !» s'écria Scrooge, en joignant les mains et en promenant ses yeux aux alentours. « C'est dans ce lieu que j'ai grandi. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le dévisagea avec bonté. Scrooge sentait des odeurs oubliées, flottant autour de lui. Chacune était associée à une espérance, une joie, une préoccupation de ses jeunes années. « Votre lèvre tremble, fit l'esprit, qui l'observait en souriant. « Et qu'avez-vous donc là sur votre joue ?»« Rien, répondit l'agent de chance d'une voix émue. « C'est seulement une fossette. Voulez-vous bien m'emmener
s'il vous plaît, où vous voulez. Vous rappelez-vous le chemin? Si je me le rappelle, je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. Comment se fait-il alors que vous n'y avez plus pensé depuis si longtemps? » Ils cheminèrent le long de la route, et Scrooge reconnut au passage chaque portail, chaque poteau, chaque arbre. Enfin, une petite bourgade apparut, avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Et maintenant des bonnets à poils longs trottaient en leur direction, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants, lesquels se trouvaient dans des charrettes conduites par des fermiers. Tous ces gamins étaient pleins de joie. Ce ne sont là que les ombres de choses qui ont été, dit le fantôme. Elles n'ont pas conscience de notre présence. Les gais voyageurs avançaient toujours vers eux, et à mesure qu'ils se rapprochaient, Scrooge les reconnaissait et citait le nom de chacun d'eux. Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait? Pourquoi son regard glacé se mettait-il à briller? Et pourquoi se réjouissait-il de les entendre souhaiter un joyeux Noël? Qu'était un joyeux Noël pour Scrooge? L'école n'est pas encore tout à fait déserte, fit l'esprit. Il y reste un enfant solitaire, abandonné par ses amis. Scrooge dit qu'il le savait et se mit à soupirer. Ils quittèrent la grande route et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques rouges sombres. C'était une vieille bâtisse, aux murs humides et couverts de mousse, dont plusieurs fenêtres étaient brisées. À l'intérieur, les pièces étaient vastes, mais pauvrement meublées. L'esprit et Scrooge traversèrent un vestibule qui donnèrent sur une longue salle triste et froide, où s'alignaient des rangées de bancs et de pupitres. Assis tout seul à l'un de ces pupitres, un petit garçon triste lisait auprès d'un maigre feu. Alors Scrooge s'assit sur un banc et se mit à pleurer. Il venait de se reconnaître dans ce pauvre enfant oublié. Voyons maintenant un autre Noël, fit le fantôme. À ce moment, l'enfant que Scrooge avait été se mit à grandir. La salle devint plus sombre et plus sale. Des écailles de plâtre tombaient du plafond. L'enfant était à nouveau seul et marchait désormais dans la salle froide, de long en large. Soudainement, la porte de la classe s'ouvrit. Une petite fille beaucoup plus jeune que l'écolier entra gaiement en courant et se jeta à son cou en l'appelant « Mon frère chéri ». « Mon frère chéri », répéta-t-elle plusieurs fois, « je suis venue pour te ramener à la maison, pour de bon, pour toujours. Tu verras, papa est devenu beaucoup plus gentil qu'avant. La maison est un vrai paradis maintenant. » « C'est vrai. »« Oui, il m'a envoyé te chercher, répondit la petite fille, pour que nous soyons tous ensemble pour la Noël, que nous passions les meilleures fêtes du monde. » Le fantôme regardait la scène avec tendresse. « Votre sœur a toujours été une personne très délicate, dit-il. Elle est morte jeune, mais elle avait des enfants, je crois. »« Un seul, fit Scrooge. C'est juste, ton neveu. » L'agent de change parut mal à l'aise et laissa échapper un petit. « Mon neveu, oui. » Ils laissèrent alors l'école derrière eux et se trouvèrent presque aussitôt dans des petites rues animées. À voir les vitrines et les étalages des boutiques ici, aussi c'était Noël. Le fantôme s'arrêta devant la porte d'un magasin précis et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, exclama celui-ci, c'est ici que j'ai fait mon apprentissage. » Ils en franchirent le seuil. Un vieux monsieur, coiffé d'un bonnet de laine, était assis à un pupitre si grand qu'il semblait toujours sur le point de se cogner la tête au plafond. En proie à une grande agitation, Scrooge s'écria « Mais c'est Fezziwig, ce vieux Fezziwig que voilà ressuscité. » À cet instant, le vieil homme posa sa plume et leva les yeux vers l'horloge qui indiquait 7 heures. Il se frotta les mains,
rajusta son gilet et s'exclama d'une voix joviale. « Youhou! Vous autres, Ebenezer Scrooge, Dick Wilkins, c'est la veille de Noël, mes enfants. Le travail est terminé pour aujourd'hui. Mettez vite les volets aux fenêtres. » Le jeune Scrooge d'autrefois, devenu un vrai jeune homme, entra d'un pas léger, accompagné de son compagnon d'apprentissage. Les deux jeunes gaillards débarrassèrent la pièce en un clin d'œil. Ils poussèrent les meubles, balayèrent et arrosèrent le plancher, soufflèrent les bougies, et le bureau de Fezziwig fut bientôt transformé en une salle de bal particulièrement illuminée. Un violoniste chargé de parution fit alors son entrée et se dirigea vers le pupitre. Il accorda aussitôt son instrument, joua quelques mélodies dansantes, et le premier invité se présentèrent. Tout d'abord, Madame Fezziwig, gracieuse et souriante, suivie de ses 3 filles, ainsi que leurs 6 soupirants. Et puis entrèrent dans le désordre tous les jeunes gens employés du commerce, les servantes, les boulangers et les cuisinières. Tous entrèrent dans la danse au son du violon, tournant et virevoltant à perdre haleine. Ensuite, on servit du rôti froid, des fruits et des tartelettes aux fruits confits, le tout arrosé de bière mousseuse et de vin chaud. Tout le monde criait, tout le monde riait. L'ambiance était agréablement joyeuse et magique. Pendant tout ce temps, le vieux Scrooge s'était comporté comme s'il avait perdu l'esprit de Noël, revivant cette scène de tout son cœur et de tout son âme. Il se souvenait de tout et en éprouvait une étrange agitation. « Vous voilà bien bouleversé, » observa le fantôme. « Je reconnais aujourd'hui que Fezziwig avait le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, » fit Scrooge, en essayant de calmer sa respiration. Le pouvoir de rendre notre travail léger ou pénible. On ne peut pas faire le compte de toutes ces petites attentions, apparemment insignifiantes, mais je crois qu'elles nous ont rendus heureux. On dirait que vous avez quelque chose à ajouter, remarqua l'esprit. Non, non, hésita Scrooge. Seulement, j'aimerais bien pouvoir dire un mot ou deux à mon employé là. Maintenant, voilà tout. Hélas, nous n'avons plus trop le temps, fit le fantôme. Et à peine avait-il dit cela que Scrooge eut une nouvelle vision de lui-même, un peu plus âgé. Son visage n'était pas encore aussi sévère, mais il affichait déjà les premiers signes de souci et de l'avarice. Il n'était pas le seul. Une belle jeune fille était assise en face de lui, le regard grave. « Hélas, mon ami, lui disait-elle, il faut que nous parlions sérieusement. J'ai vu, au cours de ces dernières années, votre envie de vous enrichir prendre le dessus. N'ai-je pas raison ? Et quand bien même, lui rétorqua-t-il, mes sentiments pour vous sont inchangés. » La jeune fille secoua la tête tristement. « La promesse qui nous unit est bien ancienne, soupira-t-elle. Elle date du temps où nous étions tous les deux pauvres. Mais vous avez bien changé à l'époque. Vous étiez un autre homme, alors que moi, je suis restée la même. Que voulez-vous dire ? Vous avez changé votre état d'esprit. Vous vous êtes mis à peser toutes choses en fonction du gain que vous espérez en tirer. Et moi qui suis sans dot, j'ai perdu tout intérêt à vos yeux. » Scrooge parut admettre la justesse de cette proposition, mais il refusa de l'avouer. « Je vous rends donc votre liberté, poursuivit la jeune fille. Puissiez-vous trouver le bonheur dans la nouvelle existence que vous avez choisie. » Sur ces mots, elle se leva et sans se retourner quitta la pièce. « Esprit !» s'exclama alors Scrooge, abattu. « Ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter ? » Encore une ombre, une dernière, insista le spectre. Celui-ci emprisonna Scrooge entre ses bras et le força à regarder la suite. Cette fois-ci, il se trouva dans une pièce confortable
où la jeune fille de la scène précédente était devenue une femme, toujours très belle, entourée de ses nombreux enfants, dont une ravissante adolescente, sa fille aînée. Voici qu'on entendit frapper. Les enfants surexcités se précipitèrent vers la porte pour accueillir leur père, qui rentrait, chargé de jouets pour Noël. Et alors, quel cri, quelle joie! Le père de famille, sa fille aînée tendrement appuyée contre lui, s'approcha de sa femme, qui était assise au coin du feu. Scrooge, de plus en plus angoissé, observa cette ravissante jeune fille, et se disait qu'il s'en était fallu de peu pour qu'une enfant aussi gracieuse ne l'appelle papa et ne transforme l'hiver de sa vie en un délicieux printemps. Au fait, dit l'homme à sa femme, tu sais que j'ai aperçu ce soir l'un de tes vieux amis. Qui donc? Pas monsieur Scrooge tout de même. Eh bien si, lui-même. Je passais devant les fenêtres de son bureau, et comme les volets n'étaient pas encore fermés, je l'ai reconnu. Son associé monsieur Marley se meurt, paraît-il. Il était donc là, tout seul au monde à mon avis. Esprit, fit Scrooge d'une voix brisée, emmenez-moi loin d'ici. Je ne peux pas en supporter davantage. Tandis qu'il le suppliait, il regarda le fantôme en face et vit sur sa figure un mélange de tous les visages qui lui avaient été montrés. Alors il se jeta sur lui. Laissez-moi, hurla-t-il. Ramenez-moi, cessez de me hanter. Or le fantôme n'était pas sensible à ses assauts. On ne pouvait pas le saisir, l'empoigner. Alors Scrooge s'empara de l'éteignoir qui tenait le fantôme et l'enfonça vivement sur la tête de celui-ci. L'esprit finit par s'affaisser et par disparaître comme la flamme d'une bougie qui s'éteint. Scrooge, épuisé, s'aperçut qu'il n'avait pas bougé de sa chambre. Il n'eut que le temps de rejoindre son lit pour s'abattre dessus avant de sombrer dans un profond sommeil. Chapitre 3. Le second des trois esprits. Son propre ronflement réveilla Ebenezer Scrooge quelques heures après, sans qu'il eût été capable de dire si c'était 1 heure plus tard ou 4h12. Il resta allongé, les yeux fermés, surveillant les abords de son lit. Il souhaitait affronter bravement le deuxième esprit quand il se présenterait. Seulement voilà, s'il s'était préparé à affronter toutes sortes de spectres. Il ne s'attendait certes pas à ne rien affronter du tout. C'est pourquoi, quand sonna 1 heure et que rien ne se présenta, il se mit à trembler de tous ses membres. Il s'aperçut ensuite qu'une tache de lumière rougeâtre envahissait son lit, ce qui le rendit encore plus nerveux. Après quoi, il se dit que cette lumière venait sans doute de la pièce d'à côté. Alors il se leva, enfila ses pantoufles et se glissa jusqu'au salon. Quand il en ouvrit la porte, il constata que celui-ci avait subi une impressionnante transformation. Les murs et le plafond étaient tapissés d'une végétation très dense, constituée de houx, de gui et de lierre. Un feu magnifique montait dans la cheminée. Ce triste foyer n'en avait pas connu de semblable depuis des années. Mais le plus étonnant, c'était la nourriture. Entassée sur le plancher se trouvaient des amoncellements de gibier, d'oies de dinde, de pâtés de tête, d'énormes rôtis, de cochons de lait, de longs chapelets de saucisses, ainsi que toute une gamme de desserts, puddings, châtaignes grillées, poires succulentes et diverses galettes aux goûts variés. Au milieu de ces victuailles trônait un magnifique géant, brandissant une torche enflammée qui jetait des ombres dansantes sur les murs. Cet esprit-là était vêtu d'une simple robe vert foncé, une sorte de cape brodée de fourrure blanche. Son visage franc,
Ses yeux pétillants, sa main ouverte, sa voix enjouée le rendaient très sympathique. Un fourreau était accroché à sa ceinture, mais il ne contenait pas d'épée. Entre, s'écria le fantôme, entre. Viens faire plus ample connaissance avec moi. Je suis l'esprit de Noël présent, dit le fantôme. S'il vous plaît, emmenez-moi. Je suis sorti la nuit dernière, contraint et forcé, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Cette nuit, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je veux en profiter. Très bien, dit le fantôme. Suis-moi. L'ensemble du décor s'évanouit au même instant. Ils se retrouvèrent tous deux invisibles dans les rues de la ville le matin de Noël. Les gens, chaudement habillés à cause du froid vif, raclaient la neige qui recouvrait les trottoirs et la faisait tomber des toits. À la grande joie des gamins de passage, le ciel était sombre malgré tout cela. C'était un sentiment de gaieté qui dominait, plus fort qu'en une belle et ensoleillée journée d'été. Quelle animation! Épicerie, boulangerie, rôtisserie rivalisaient d'inventions sur leurs étals, répandant des odeurs si appétissantes qu'elles faisaient monter l'eau à la bouche. Tout cela ressemblait à un Noël parfait. La vue des passants, pauvres et moins pauvres mélangés, semblait inspirer l'esprit. Posté devant une boulangerie où l'on préparait aussi des plats de Noël, il soulevait les couvercles fumants et répandait avec sa torche une pluie d'étincelles multicolores qui en améliorait le goût. Il y a donc une saveur spéciale dans ce qui tombe de votre torche, lui demanda Scrooge. Oui, répondit le fantôme, et spécialement quand j'en verse sur un repas destiné aux pauvres. Pourquoi cela? S'étonna Scrooge. Parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Toujours invisibles, ils se remirent en route. Scrooge, qui observait l'esprit, était toujours en admiration devant lui. On sentait combien était profonde sa compassion envers les plus pauvres. Était-ce son naturel bienveillant, généreux, cordial, qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge, Bob Cratchit. Une fois arrivé, l'esprit sourit. Il aspergea le seuil de la porte avec une pluie d'étincelles, comme s'il le bénissait. Par la fenêtre, Scrooge put apercevoir Martha Cratchit, l'épouse de son commis, mettre le couvert avec l'aide de sa fille Belinda. Toutes les deux s'étaient mises sur leur 31 pour l'occasion, leurs robes retournées pour paraître plus neuves, parées de rubans. Les autres enfants de la famille passaient d'une pièce à l'autre en riant, l'un surveillant la cuisson des pommes de terre, les autres s'impatientant à l'idée de cette bonne oie farcie qui devait leur être livrée. « Ça y est, voilà papa qui arrive !» s'écria l'un des garçons en allant ouvrir la porte. En effet, le commis de Monsieur Scrooge franchit le seuil de son petit logement, avec son plus jeune fils perché sur les épaules, le petit Tim. Hélas, le petit Tim tenait une béquille à la main et avait les jambes soutenues par une armature métallique. Les enfants bondirent au cou de leur père, et deux d'entre eux s'occupèrent d'aller porter Tim devant un chaudron où cuisait un pudding. Bob se lança dans la préparation de son vin chaud, et sa fille aînée, Belinda, alla à la rencontre du livreur, qui venait leur apporter l'oie farcie. Madame Cratchit remit le feu sous la sauce qu'elle avait préparée, et tout le monde s'installa à table, chacun étant impatient de dévorer les délices de ce repas, qui serait de loin le plus copieux des repas de l'année. La cuisson de l'oie était parfaite, et la farce aux oignons succulente. Mais Martha Cratchit n'était pas encore tranquille. Elle avait peur de ne pas avoir réussi son pudding. Elle alla le chercher et le démoula en tremblant sous les yeux gourmands de toute l'assemblée. Il était magnifique.
Bob Cratchit affirma qu'il était le plus réussi de tous les chefs-d'œuvre qu'avait réalisé sa femme depuis leur mariage. Toute la famille s'installa ensuite en arc de cercle devant la cheminée. Une bonne chaleur leur monta aux joues. Joyeux Noël à tous, mes chéris. Que Dieu vous bénisse, dit Bob. Que Dieu nous bénisse, renchérit Petit Tim d'une voix faible. Il était assis tout contre son père, sur son petit tabouret, et Bob tenait sa petite main flétrie entre la sienne. Esprit, demanda Scrooge d'une voix étouffée, dites-moi si Petit Tim vivra. Je vois qu'une place sera libre auprès de cette cheminée, et une béquille restera sans propriétaire, répondit le fantôme. Si rien ne change dans la vie de ces ombres, cet enfant mourra. Non, oh non, gémit Scrooge. Mon bon esprit, dites qu'il sera épargné. S'il doit mourir, cela diminuera la surpopulation, n'est-ce pas? En entendant l'esprit citer ses propres paroles, Scrooge baissa la tête, accablé de douleur et de remords. Scrooge, reprit le fantôme, si toutefois tu as bien un cœur d'homme et non de pierre, tu vois maintenant quel étrange langage tu tenais. Au nom de quoi comptais-tu décider quel homme doive vivre et quels autres doivent mourir? Tout tremblant et honteux, Scrooge courba le dos et baissa les yeux, mais il les releva quand il entendit prononcer son nom. Debout au milieu de sa petite assemblée, Bob Cratchit levait son verre. Son verre. Je propose que nous buvions à la santé de Monsieur Scrooge, dit-il. Ah, ce Scrooge, répliqua sa femme. Je voudrais bien le tenir pour lui dire tout ce que je pense. Il faut bien en effet que ce soit le jour de Noël pour boire à la santé d'un homme aussi odieux, avare, dur et insensible que ce Scrooge. Le simple fait de prononcer le nom de Scrooge avait jeté une ombre sinistre sur la petite fête, une ombre qui mit du temps à se dissiper. Il n'y avait rien de très distingué chez ces gens-là. Ce n'était pas une jolie famille. Ils n'étaient pas bien habillés, leurs chaussures avaient des trous, leurs vêtements étaient rapiécés. Mais ils étaient heureux, reconnaissants, contents les uns des autres, et ravis d'être ensemble. Avant de partir, l'esprit les éclaboussa encore une fois de la poudre d'or qui tombait de sa torche, et ils semblèrent plus heureux encore. Scrooge garda le plus longtemps possible les yeux fixés sur eux, et sur Petit Tim en particulier. Dehors, la nuit était de plus en plus sombre, et la neige s'était remise à tomber. Sur la route du retour, Scrooge et l'esprit voyaient par les fenêtres des feux qui ronflaient dans les cuisines, et des familles réunies autour de plats simples, cuisinés avec tendresse. Mais voici que tout d'un coup, ils se retrouvèrent sur une lande lugubre et déserte, humide et glaciale, parsemée de blocs de pierre brute, comme un cimetière géant. Quel est cet endroit? Demanda Scrooge. C'est ici que vivent les mineurs qui travaillent dans les entrailles de la terre, répondit l'esprit. Une lumière brillait à la fenêtre d'une cabane, passant à travers le mur de pierre et de boue. Ils trouvèrent une joyeuse compagnie, assemblée autour d'un feu splendide. Un vieil homme très vieux et une femme avec leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, tout gaiement vêtus de leur habit de fête, d'une voix qui couvrait les hurlements du vent dans la lande. Le vieil homme leur chantait un chant de Noël qu'il avait appris lorsqu'il était lui-même petit garçon. Au refrain, tout le monde reprenait la mélodie dans le cœur, mais l'esprit ne s'attarda pas en ce lieu. Il demanda à Scrooge de bien s'accrocher à lui et se dirigea en volant vers la mer. L'agent de chance fut terrorisé par le vacarme que faisaient les flots et par les vagues furieuses qui venaient se briser contre les rochers et qui peu à peu creusaient les côtes. Soudain, ils aperçurent sur un lugubre récif un phare qui se dressait dans toute sa solitude.
Même en ce lieu sauvage, les gardiens du phare avaient allumé le feu, un feu. Ils s'étaient attablés devant un pot de grog fumant, et l'un d'eux chantait avec énergie, un chant qui valait bien un grand vent à lui tout seul. De nouveau, le fantôme pressé s'envola au-dessus de la mer sombre et houleuse, plus loin, toujours plus loin, jusqu'à se poser enfin sur un vaisseau, éloigné de tout rivage. Là, ils visitèrent successivement plusieurs membres d'équipage, silhouettes fantastiques dans le brouillard, du timonier à la barre aux officiers de garde, jusqu'à la vigie à l'avant du navire. Or, chacun de ces hommes fredonnait d'un chant de Noël, ou parlait à un compagnon de quelque Noël passé, ou encore de l'envie qu'ils avaient d'aller retrouver sa famille pour cette occasion. Scrooge fut bouleversé de voir à quel point cette fête avait de l'importance, même pour ces hommes endurcis, qui voyageaient loin des leurs, au-dessus des abîmes ténébreux et des profondeurs impénétrables. Et puis d'un coup, l'esprit ayant changé son itinéraire, ils se firent à nouveau en file, à l'intérieur d'une maison douillette. Aussitôt, Scrooge reconnut au centre d'une tablée son neveu. Le jeune homme était hilar, et sa bonne humeur se communiquait à tous les amis qui étaient présents. Toute l'assemblée était d'excellente humeur, pour une raison qui ne tarda pas à se préciser. « Je vous assure, s'écria le neveu de Scrooge, il m'a dit que les fêtes de Noël n'étaient que des sornettes, et il le pensait. C'est honteux de sa part, fit sa jeune femme, dont le joli visage se teintait de rouge sous l'effet de la colère. C'est vrai que c'est un drôle de vieux bonhomme, reprit le neveu. Sa fortune ne lui sert à rien. Il ne s'en sert pas pour faire le bien autour de lui, et n'envisage pas un instant de nous en faire profiter. Tout le monde, dans l'insistance, hocha la tête et fit part de son exaspération. Je pense qu'il est plutôt à plaindre, fit le neveu. Il est le seul à souffrir de ses méchants caprices. Regardez, il s'est mis en tête de ne pas nous aimer et il refuse de venir dîner avec nous. Résultat, il rate un excellent repas de fête. De fait, la plupart des plats avaient été vidés et les convives avaient le ventre rebondi. Mais je ne renonce pas à lui offrir chaque année l'occasion de changer d'avis, car il me fait pitié, ajouta le neveu. Un peu plus tard encore, la joyeuse assemblée se mit à jouer aux devinettes. Le neveu de Scrooge commença, et on devina que le premier personnage à trouver était un animal vivant, plutôt déplaisant, qui grognait souvent, mais qui pourtant savait parler, qui habitait Londres, qui se promenait dans les rues librement, qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni un taureau, ni un chien, ni un cochon, ni un ours. Soudain, l'une des belles sœurs du neveu, prise d'un fou rire, s'écria « Ça y est, je le tiens, c'est votre oncle Scrooge !» Elle venait de trouver la bonne réponse. Après que tout le monde eut bien ri, le neveu de Scrooge conclut « Eh bien au moins, il nous aura donné une bonne occasion de rire, et ce sera bien ingrat de ne pas boire à sa santé à mon oncle, à l'oncle Scrooge !» s'écrièrent tous les convives en levant leurs verres de vin chaud. Le cœur du vieil homme commençait à fondre en entendant parler tous ces gens. Il aurait bien levé son verre lui aussi, s'il avait répondu à l'invitation de son neveu. Mais déjà, la scène s'effaçait, l'esprit reprenant le cours de son voyage, et le rythme ne ralentissait pas. Ils allèrent toujours plus loin, virent maintes choses, visitèrent de nombreux foyers. Partout, l'esprit donna sa bénédiction et enseigna à Scrooge le goût des bonnes actions. Ce fut là une seule et très longue nuit qui s'accompagna d'un phénomène étrange. Alors que physiquement Scrooge ne changeait pas, le fantôme, lui, vieillissait à vue d'œil. La vie des fantômes est-elle donc si courte ? Demanda Scrooge à l'esprit, dont les
cheveux étaient devenus tout gris. Ma vie sur cette terre prendra fin ce soir à minuit, répondit l'esprit. Écoute, l'heure approche. En effet, l'horloge sonnait justement, les 3 quarts de 11 heures. Mais Scrooge n'eut pas le temps de réagir. Il venait de voir dépasser, sous la cape du fantôme, ce qui ressemblait à des petits pieds sales. Et lorsque l'esprit souleva son vêtement, le vieux Scrooge vit en sortir 2 petits enfants, effrayants de saleté. C'était un garçon et une fille au teint malade, maigre en guenilles, au regard noir et à l'air fermé. Scrooge recula, frappé d'épouvante. « Est-ce que ce sont vos enfants ?» demanda-t-il. « Ce sont les enfants des hommes. Ils s'attachent à moi pour échapper à leur père. Ce garçon est l'ignorance, cette fille est la misère. » « N'ont-ils donc ni refuge ni ressources ?» s'écria Scrooge. « N'y a-t-il pas de prison ?» lui rétorqua l'esprit en reprenant les propres paroles de son compagnon. « N'y a-t-il pas d'asile pour les pauvres ?» L'horloge sonna minuit. Scrooge rechercha le fantôme des yeux et ne le vit plus. Il savait que c'était le moment où le 3e esprit devait venir le visiter. Levant les yeux, il aperçut une apparition à l'allure solennelle, dans une robe à capuchon, telle une brume qui glisse au ras du sol. Elle s'avançait vers lui. Chapitre 4. Le dernier des esprits. Silencieusement, d'un pas lent et grave, l'apparition approcha, semblant répandre tristesse et mystère. Elle était grande et majestueuse. Une longue robe d'un noir intense l'enveloppait et cachait son visage ainsi que la forme de son corps. Elle vint se placer aux côtés de Scrooge sans dire un mot, se contentant de tendre la main vers un ailleurs incertain. « Suis-je en présence du fantôme de Noël à venir ?» demanda Scrooge. La tête de l'esprit s'inclina doucement. Ce fut la seule réponse que Scrooge obtint. Il venait de rencontrer plusieurs fantômes, mais celui-là l'impressionnait particulièrement. Il ne pouvait pas empêcher ses jambes de trembler. « Fantôme de l'avenir !» s'exclama-t-il. « Je vous redoute plus que tous les spectres que j'ai déjà vus. Mais comme j'imagine que vous voulez mon bien, je suis prêt à vous tenir compagnie. Ne pourriez-vous pas prononcer au moins une parole ?» Il n'y eut aucune réponse. Rien que cette main toujours tendue devant eux. « Alors guidez-moi » ajouta Scrooge. « Guidez-moi » Et ils avancèrent. On ne peut pas dire qu'ils entrèrent dans la ville. Ce fut plutôt la ville qui semblait surgir autour d'eux et les entourer. L'esprit s'arrêta alors auprès d'un petit groupe d'hommes qui discutaient. « Non, disait le plus costaud d'entre eux, je n'en sais pas davantage. Je sais seulement qu'il est mort. »« C'est arrivé quand ?» demanda un autre qui avait le nez très déformé. « La nuit dernière, je crois. »« Mais de quoi est-il mort ?» s'enquit un 3e, en bourrant sa pipe avec une énorme prise de tabac. « Dieu seul le sait, fit le costaud, et personne ne sait non plus ce qu'il a fait de son argent. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'a rien laissé. » Cette plaisanterie amusa le petit groupe, jusqu'à ce que le costaud reprenne. « L'enterrement ne coûtera pas cher, puisqu'il n'y a personne à ma connaissance pour y aller. » Ces hommes, que Scrooge connaissait de vue, se remirent à rire, tandis que le fantôme l'entraînait un peu plus loin. 2 autres individus conversaient de façon étrange. « Alors, comment vous portez-vous » demanda le premier, un négociant très riche, que Scrooge connaissait aussi. « Bien, merci » lui répondit le second. « Vous avez appris la nouvelle. Le diable a enfin repris son protégé, n'est-ce pas ?» Les 2 hommes sourirent, satisfaits d'eux-mêmes et de leur observation. Scrooge s'étonna que l'esprit lui fasse entendre ce genre de conversation banale. Peut-être avait-elle un sens caché, mais lequel? Il ne voyait pas bien à quoi ou à qui ces réflexions se rapportaient.
certainement pas à Marley, son vieil associé qui était mort depuis longtemps. Ils quittèrent ce lieu pour se rendre dans un quartier plus obscur de la ville. Les rues y étaient étroites et sales, les maisons misérables, les gens ivres, hideux et à demi nus. L'endroit empestait la crasse, le crime et la misère. Au fond d'une de ces ruelles infâmes, il y avait une boutique basse où l'on pouvait se procurer de la ferraille, de vieilles bouteilles et des lots de chiffons. Assis au milieu de ces marchandises se tenait un vieux fripon aux cheveux blanchis qui fumait une pipe. Au moment où Scrooge et son esprit arrivaient sur place, d'autres personnages soulevaient les rideaux pour entrer dans la boutique. 2 femmes et un homme, pareillement chargés de paquets et de sacs, plus ou moins encombrants. Ces gens-là se connaissaient. C'était une blanchisseuse, une femme de ménage et un croque-mort. Qu'est-ce que ça peut faire? Dit la première des femmes en déposant son paquet à ses pieds. On a bien le droit de penser d'abord à soi. Lui en tout cas, c'est ce qu'il a toujours fait. Absolument, fit la blanchisseuse, Madame Dilbert. Et à qui vont-elles manquer ces babioles? Pas à un mort, je suppose. S'il avait voulu les conserver, ce vieux gricou, pour les donner au moment de sa mort, il n'avait qu'à s'attacher à quelqu'un plutôt que de rester tout seul dans son lit à rendre l'âme. Il n'a eu que ce qu'il méritait, ajouta Madame Dilbert en hochant la tête. Par quel sac je dois commencer? Demanda le vieux gricou à la pipe. D'abord le croque-mort ouvrit son sac. Son butin était bien maigre, quelques tampons en greur, un porte-grille et une paire de boutons de manchette. Puis ce fut le tour de Madame Dilbert. Elle sortit de son sac plusieurs draps et autres serviettes de toilette, quelques vêtements, 2 cuillères à thé en argent, une pince à sucre et 2 paires de bottines. Restait à voir le contenu du paquet de la femme de ménage. L'homme, nommé Joe, se mit à genoux pour se faciliter la tâche en l'ouvrant. Il défit quantité de nœuds et finit par tirer du sac une énorme pièce d'étoffe sombre. Des rideaux de lit et des doubles rideaux, s'étonna-t-il. Tu les as retirés et décrochés de leur anneau alors qu'il était encore là sur son lit, s'exclama Madame Dilbert. Oui, et pourquoi pas, dit la femme de ménage, et regarde, je lui ai même retiré ses couvertures. Il ne risquait plus d'attraper froid. En les entendant, Scrooge fut frappé d'horreur. S'adressant à l'esprit, il lui confia: Je comprends. Le cas de ce malheureux pourrait être le mien. C'est à cela que conduit une fille comme celle que j'ai vécue. Puis il s'interrompit, car la scène de nouveau avait changé, et voilà qu'il touchait presque un lit nu sans drap ni couverture, sur lequel gisait un cadavre, celui d'un homme dépouillé, abandonné de tous, sans personne, pour le veiller, le pleurer, ni lui rendre de derniers hommages. Il aurait suffi à Scrooge de soulever ce drap du bout d'un doigt pour mettre ce visage à nu, et il en éprouva un vif désir. Mais cela lui fut impossible. Cet homme gisait là, dans cette maison déserte et sombre, sans même une présence à ses côtés, une femme, un enfant, pour penser à lui tel qu'il fut de son vivant, et pleurer sa disparition. Esprit, dit Scrooge, s'il existe en quelque lieu de cette ville une seule personne qui ressente de l'émotion à la mort de cet homme, montrez-la moi, je vous en prie. À ces mots, le fantôme étendit un pan de sa robe noire devant lui comme une aile. Puis, alors qu'il la repliait, une nouvelle pièce apparut, bien éclairée. Une pièce où se trouvaient une mère et ses enfants. Un coup retentit à la porte, et elle se précipita pour ouvrir. C'était son mari, un homme encore jeune, mais dont le visage était marqué par le souci et le chagrin. Ce soir-là,
Il exprimait cependant une sorte de joie mêlée de honte. Alors ces nouvelles, sont-elles bonnes ou mauvaises demanda sa femme. Sommes-nous ruinés, oui ou non? Non, Caroline, nous ne le sommes pas. Un homme comme lui a pu se laisser attendrir, s'étonna-t-elle. Il nous donne un délai pour payer les sommes que nous lui devons. C'est un miracle. Il ne peut plus se laisser attendrir, fit son mari. Il est mort. L'un et l'autre, personne douce et patiente, exprimèrent alors à l'annonce de ce décès un intense soulagement. Caroline remercia le ciel en joignant les mains, tout en s'excusant pour ce réflexe peu charitable. Esprit, dit Scrooge, pouvez-vous plutôt me faire assister à une scène de tendresse liée à la mort de quelqu'un? Le fantôme guida alors l'agent de change à travers plusieurs rues qui lui étaient familières. Tout en le suivant, Scrooge regardait de côté et d'autres, dans l'espoir de trouver sa propre image, mais il ne se vit nulle part. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité du domicile des Gracchi, ils y entrèrent en passant à travers les murs et trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, ces enfants, très calmes. Si turbulents d'habitude, ils étaient immobiles, comme des statues. La porte de la maison s'ouvrit enfin sur Bob Cratchit, le commis de Scrooge. Il avait bien besoin de se réchauffer, et il se précipita sur un thé brûlant qu'on lui avait préparé. « Tu y es allé aujourd'hui ?» lui demanda doucement sa femme. « Oui, » répondit Bob, « si seulement tu avais pu venir aussi. Cela t'aurait fait du bien de voir comme cet endroit est verdoyant. Mais tu iras le voir, souvent, n'est-ce pas? Je lui ai promis que nous irions nous y promener le dimanche. Oh, mon tout petit, mon pauvre petit !» Il éclata brusquement de sanglots, incapable de se retenir. Chacun le consola comme il put, sachant bien que la perte d'un enfant est irréparable et que le plus verdoyant des cimetières du monde n'y pourrait rien changer. Spectre, dit Scrooge, ému par cette scène, quelque chose me dit que le moment de nous séparer approche. Pouvez-vous me dire enfin qui était cet homme que nous avons vu sur son lit de mort? L'esprit resta immobile de longs instants, puis se remit lentement en route. Scrooge le suivit jusqu'au cimetière. C'était donc ici, sous terre, que reposait désormais le malheureux, dont il devait apprendre le nom. Le fantôme, toujours silencieux, tendit la main vers une pierre tombale dans un secteur envahi par les herbes sauvages. Enfin, Scrooge porta les yeux sur l'inscription gravée dans le marbre, et y lut « Ebenezer Scrooge ». Alors, affolé, les mots se bousculant dans sa bouche, il s'écria « C'est donc moi que j'ai vu sur mon lit de mort. Ah, esprit, je ne suis plus un homme, je ne suis plus l'homme que j'étais, je vous le promets. Et grâce à vous, s'il vous plaît, dites-moi que, en changeant d'attitude et de vie, je peux encore modifier toutes ces ombres que j'ai rencontrées. » Face à ce silence qui lui était imposé, il chercha à se défendre encore. « J'honorerai Noël de tout mon cœur, et j'en conserverai le culte toute l'année durant. Je vivrai dans le passé, le présent, l'avenir. Leurs trois esprits ne me quitteront plus. Oh, dites-moi que je peux effacer l'inscription gravée sur cette pierre. » Scrooge essaya de saisir cette main immobile, mais le fantôme le repoussa. La robe et le capuchon noir changèrent d'aspect, rapetissèrent et s'affaissirent pour laisser la place à une colonne de lit. Chapitre 5. Fin de cette histoire. Cette colonne de lit était la sienne, celle de son propre lit, dans sa propre chambre. Il comprit alors que désormais, le temps qui lui restait pourrait être employé à réparer cet or. « Oh, merci, Jacob Marley !» s'exclama-t-il, le visage baigné de larmes. « Grâce à toi, j'ai vu ma vie différemment. » Il était tellement heureux de se sentir vivant, si vivant, qu'il s'agitait en tous sens sans raison, parlant tout seul. « Je m'en sens léger comme une plume.
heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Il riait à gorge déployée, et pour un homme qui en avait perdu la pratique depuis des années, c'était un rire splendide. Il ouvrit la fenêtre en grand pour profiter des cloches qui sonnaient à toute volée, et s'aperçut que le ciel était bleu clair et que le froid était de ce froid vivifiant que font danser le sang dans les veines. Il descendit, se revêtit de ce qu'il avait de mieux, et se retrouva enfin dans la rue. Il se mit à marcher tranquillement, les mains dans le dos, un grand sourire aux lèvres. Il avait l'air si parfaitement aimable que 2 ou 3 passants lui lancèrent « Bonjour, monsieur, joyeux Noël, monsieur !» Ses oreilles se réjouissèrent d'entendre une telle joie dans la voix de ces gens. À un moment, il croisa l'un des 2 messieurs qui étaient venus le visiter la veille, en faisant appel à sa générosité. Il se précipita vers lui, et lui prit la main entre les siennes. « Ah, mon très cher monsieur, lui dit-il, comment vous portez-vous? J'espère que votre quête a porté ses fruits. C'était vraiment courageux de votre part. Permettez que je vous fasse des excuses. » Lui disant cela, il approcha la bouche de son oreille et prononça le montant d'une somme qu'il comptait lui verser. Le monsieur en resta saisi. « C'est que je ne sais pas quoi dire face à une telle générosité, fit-il. Sur ce, Scrooge se rendit à l'église, regarda les gens qui allaient et venaient, donna aux enfants des petites tapes amicales, discuta avec des mendiants, s'attarda devant les cuisines de toutes ces maisons, où tant de bonnes choses se préparaient. Il ne s'était jamais imaginé qu'une simple promenade pourrait lui donner tant de bonheur. Un peu plus tard, il se dirigea vers la maison de son neveu, avant de trouver le courage d'y entrer. Il y passa et repassa devant la façade une dizaine de fois. Mais enfin, il se décida et actionna le lourd marteau de porte. « Qui est là ?» fit une voix étonnée à l'intérieur. « C'est moi, ton oncle Scrooge. Je viens dîner. Est-ce que tu veux bien me laisser entrer ?» Des pas pressés accoururent. Son neveu lui ouvrit la porte en grand, s'extasia en le voyant et lui serra la main avec énergie. On ne pouvait rêver accueil plus cordial. De grands sourires fleurirent sur le visage de toute la famille, petits et grands. Ce fut un dîner de Noël merveilleux, une rencontre des plus agréables, qui laissera des souvenirs réjouissants. Le lendemain matin, le 26 décembre, Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. De très bonne heure, il voulait surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, et il y réussit. Son commis franchit le seuil du bureau avec 18 minutes de retard. Alors, contra Scrooge, qu'est-ce que cela veut dire d'arriver à une heure pareille? Je suis bien désolé, monsieur, balbutia Bob. Ce n'est qu'une fois l'an. Je dois dire que nous avons un peu traîné hier soir. S'efforçant de prendre un ton fâché, Scrooge rétorqua. Laissez-moi vous dire, mon ami, qu'il est hors de question pour moi de tolérer de tels écarts. Par conséquent, je vais immédiatement augmenter votre salaire. Bob Cratchit parut frappé par la foudre. Il resta immobile de longs instants, comme paralysé, ne comprenait rien à ce que son patron venait de lui dire. « Allez, joyeux Noël, Bob, fit Scrooge, en lui tapant amicalement sur l'épaule. « Oui, je vais augmenter votre salaire et m'efforcer de venir en aide à votre famille qui est dans le besoin. Allumez les 2 feux et faites-le ronfler. On va racheter du charbon pour ne plus jamais avoir froid ici. » Scrooge tint parole, et même mieux encore, il sut devenir un bon ami, un bon patron, une bonne personne. Il devint même un second père pour le petit Tim, qui finalement ne mourut pas. Il ne rencontra plus jamais de fantômes, et les années passant, on finit par dire de lui que nul ne savait fêter Noël comme il le faisait. Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce conte de Noël vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit, et nous, on se
prochaine